Il faut savoir que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner. Il n'y a aucune activité électrique décelable au bout de 30 secondes. Au début, c'est 15 secondes. 15 secondes, ça commence à décliner, au bout de 30 secondes, il n'y a plus rien. Et on sait que dans les conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs ou de réanimation, il y a une période incompressible d'au moins 2 minutes avant qu'on donne les premiers soins et que le cœur reparte. Donc, on sait très bien que toutes les personnes qui ont présenté un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Ils sont revenus de la mort. Et dans 18%, ils nous racontent ce qu'ils ont vu et vécu. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui se passe. Ben oui, il se trouve que grâce au progrès de la réanimation, eh ben, il y a des gens qui sont revenus de la mort. La médecine et les neurosciences doivent reconnaître le phénomène. Je pense, malheureusement, que trop longtemps, il y a eu un manque de confiance quelque part dans nos patients. Et trop longtemps, ça a été un tabou. C'est quelque chose de tellement particulier que les patients ont eu peur d'en parler, certainement aux médecins. Et je pense que ça, finalement, a changé. Des études ont montré que le phénomène est réel, est observé partout dans le monde. Peu importe la culture, que par contre, il y a des composantes culturelles qui vont déterminer plutôt le contenu de différents de ce vécu subjectif. Mais pour moi, c'est une réalité physiologique qui mérite vraiment d'être étudiée. On ne peut pas expliquer actuellement l'expérience de mort imminente. On a des hypothèses qui pourraient expliquer certains éléments de l'expérience. On n'a aucune hypothèse qui permettrait d'expliquer l'ensemble de l'expérience. Toutes ces hypothèses, il n'y en a aucune qui permettrait d'expliquer cette étape de ce qu'on appelle donc la out-of-body experience ou la décorporation, où là, on a quand même maintenant un grand nombre de cas qui sont documentés, où des personnes ont rapporté avoir vu ou entendu des faits qui se sont produits soit à côté d'elles, à côté de leur corps physique, ou même dans d'autres lieux, pendant ce laps de temps où elles étaient, en tout cas, en mort apparente, on va dire. On a un phénomène qui est totalement reconnu par la communauté médicale et scientifique, et en même temps, on n'a pas d'explication depuis une trentaine d'années. Donc, la conclusion, c'est qu'a priori, on peut se trouver devant un phénomène nouveau sous les yeux de la science et de la médecine. Donc, dans ces cas-là, la première des choses à faire, c'est de l'explorer, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce sont plusieurs épisodes effectivement de patients qu'on a pu prendre en charge, notamment en secteur préhospitalier, c'est-à-dire en SAMU, où on se retrouve avec parfois des réanimations cardiopulmonaires de patients qui sont quasiment en état de mort apparente, qui sont le plus souvent assez prolongés, pour lequel on est en droit de penser que malheureusement on ne va pas pouvoir sauver le patient, et sur des récupérations parfois inespérées. On a des témoignages a posteriori des patients qui sont effectivement assez troublants, avec des rapports de perception, soit de ce qui s'est passé pendant la réanimation, alors qu'on est en droit de penser que ces gens-là manifestement ne voyaient rien, n'entendaient rien, n'avaient pas de perception sensitive ou douloureuse de ce qui se passait. Et alors qu'ils nous rapportent qu'ils ont effectivement entendu des bribes, voire, alors parfois c'est un petit peu plus ésotérique, mais effectivement des perceptions qu'on va qualifier de beaucoup plus globales et de beaucoup plus, on va dire, intrigantes, de gens vus par exemple à travers des murs ou à travers des pièces, et c'est vrai que ça pose des questions. Vous voyez donc un hémisphère, le tronc cérébral, et vous voyez en bleu les régions qui vont être le plus atteintes en coma. Et il est intéressant de s'arrêter devant cette région-ci, la jonction temporopariétale, où des chercheurs suisses ont trouvé par hasard, chez des patients qui avaient en fait une lésion dans le cerveau, ils ont stimulé cette région et cette patiente, c'était une femme, a raconté avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est de savoir se voir haut de la pièce, avoir eu expérience out of body, et puis on l'a fait et refait, et chaque fois c'est wow. Et je pense que c'est une étape qui arrive à faire le lien entre quelque chose de très particulier et quelque chose de très concret, matérialiste, qui est l'activité neuronale dans une partie du cerveau. J'ai étudié pendant 20 ans plusieurs centaines de témoignages, et il y a beaucoup d'éléments qui sont concordants, qui laissent penser qu'on peut appréhender ce phénomène
d'une manière très simple, sous la forme d'une perception globale d'information. Une perception globale, c'est très simple. Ces personnes vous disent qu'elles ont perçu ce qui s'était passé autour d'elles. On sait en même temps qu'elles n'ont pas pu le voir avec les yeux, qu'elles n'ont pas pu l'entendre avec les oreilles. Donc, le protocole de recherche que nous sommes en train de mettre au point et de lancer va porter essentiellement sur une tentative d'objectivation des perceptions vérifiables durant une expérience de mort imminente. Les étapes du protocole de recherche que Jean-Pierre Jourdan propose et pour lequel on essaie de s'inscrire dans une communauté médicale, c'est, première chose, essayer de définir l'état de mort imminente. C'est quoi ? Déjà, ce ne sera pas très simple, il va y avoir un travail collectif là-dessus. Deuxième chose, c'est d'essayer de démontrer, si elles existent, c'est la vraie hypothèse générale de départ, que les perceptions neurosensorielles qu'il y aurait autour des états de mort imminente existent vraiment et qu'elles sont différentes de celles que l'on connaît. L'audition devient différente, les sensations visuelles deviennent différentes. Il y a peut-être cette notion de perception globale des sens qui est différente. Tout ça, c'est des choses que l'on imagine ou que l'on croit comprendre par les retours d'expérience des patients, mais il faut dire ça existe ou ça n'existe pas. Et une fois qu'on aura répondu à cette question, si ça existe, et si on peut avoir quelque chose qui permet de le quantifier et de le mesurer, c'est de recueillir des données médicales et des données auprès des patients au plus proche de ce qu'ils ont vécu et non pas des années après. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un très gros problème avec le vocabulaire qui est employé dans ces récits. Et que souvent, on a des récits qui sont assez stéréotypés, que finalement, tous les témoins emploient un peu le même vocabulaire, et que quand on creuse, assez vite, on a des descriptions qui s'éloignent beaucoup. Et on se rend compte que c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes que ce que l'on croit. Et j'insiste beaucoup sur ce problème du vocabulaire, parce que souvent, ça discrédite un petit peu ces témoignages aux yeux des scientifiques. Je pense que c'est l'histoire de la science, qu'une partie de notre pensée magique est remplacée par la pensée rationnelle scientifique. On a eu l'exemple avec le rêve, qui pendant très longtemps est resté, je dirais, le domaine comme la conscience au terme large de la philosophie. Et bien maintenant, finalement, on a les outils. Et avoir les outils, c'est très important en science. Ce qui faisait que Galiléo était un très grand astronome et a pu faire des découvertes extraordinaires, c'est parce qu'il avait des lentilles, des télescopes. Et maintenant, nos télescopes, c'est quoi? C'est ce genre de scanner qui permet de zoomer avec de plus en plus de détails sur l'activité de ce cerveau qui est l'objet le plus complexe qu'on connaît dans l'univers. Certes, on n'a pas encore tout compris de l'activité dans ces milliards de neurones et ces centaines de milliers, de milliards de connexions, mais petit à petit, on va dans la bonne direction et je reste là, un scientifique rationnel mais optimiste